Bonsoir à tous, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver ce soir. Ce samedi 7 novembre, la chaîne CNN est la première à avoir annoncé la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle, suivie de près par les grands médias américains. Et Éric Zemmour, je me tourne vers vous. Doit-on s'étonner de voir les médias annoncer qui est le vainqueur? Et en France, est-ce que ce n'est pas également les médias qui annoncent les résultats de la présidentielle? Alors, une précision, en France, on a l'habitude des soirées électorales, les médias annoncent à 20h les fourchettes, les fameuses estimations. Alors, comme le résultat est rarement aussi serré que là et que le système est moins compliqué, puisque c'est le suffrage universel direct qui n'a qu'une seule grande circonscription, je parle de la présidentielle évidemment, ça va beaucoup plus vite. Il n'empêche que les médias n'annoncent pas le vainqueur. On dit dans ce cas-là, on va voir dans les heures qui suivent si c'est trop serré. Là, on a un phénomène qui est que les médias annoncent le vainqueur alors même que Donald Trump conteste les résultats devant la justice. Ce qui est, je n'est jamais arrivé en France, en tout cas pour l'élection présidentielle. Évidemment, je ne parle pas des législatives, etc., des municipales. Donc déjà, ça, pourquoi font-ils ça? Ils font ça évidemment pour faire pression, pour intimider et l'opinion et les juges qui auront à trancher des recours portés devant eux par Donald Trump. Ils veulent imposer un fait qui est la victoire de Biden. Ils sont même allés plus loin. Et moi, je crois que cette scène devra être dans l'histoire. Vous savez, le soir, quand je crois que c'était samedi soir, mais vous me direz, quand Donald Trump a fait son intervention pour dire il y a des fraudes, Biden n'a pas gagné, nous contesterons la victoire. Et je crois que c'est sur CBS, le présentateur a coupé l'intervention du président Trump en disant... Sur plusieurs chaînes, bon, très bien. Moi, j'ai vu ça, je crois, sur CBS. En disant, non, c'est faux, donc nous le coupons. Il aurait très bien pu mettre un bandeau en disant, attention, propos de Donald Trump sont sujets à caution, ou attendre la fin et contester après. Non, il a coupé. Je pense que c'est un moment historique parce que d'habitude, dans toute l'histoire de la télévision et des médias, c'est le pouvoir qui censure les médias. Là, c'est les médias qui censurent le pouvoir. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont les médias qui sont devenus le pouvoir. Le contre-pouvoir est devenu le pouvoir. C'est un moment mais majeur, je pense, dans l'histoire et des États-Unis et de la démocratie. Il y a là un coup d'État. Médiatique qui a pris tout son sens et qui, si vous voulez, est l'apothéose de ce qui s'est passé pendant toute la campagne. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toute la campagne? C'était assez extraordinaire. On ne posait aucune question gênante à Joe Biden. C'était une règle non dite et qui a été scrupuleusement respectée par les journaux américains. Vous vous souvenez, au tout début, vous savez que je déteste ce genre d'histoire, mais c'est très révélateur. Il a été accusé d'harcèlement sexuel. Il y avait plusieurs jeunes femmes qui disaient il est collant, il m'a frotté, il m'a ceci, il m'a cela. Et ça a disparu, vous avez remarqué. À la fin de la campagne, il y avait les fameuses histoires sur son fils. Là aussi, ça a été étouffé. Mieux que ça. Le journal qui a sorti, je crois que c'est le New York Post, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est le New York Post. Merci. De Rupert Murdoch. Le compte du New York Post a été supprimé sur Twitter et sur Facebook. Et les comptes sociaux ont dit non, il faut vérifier, il faut le temps de vérifier. Il y a eu une campagne phénoménale des médias contre Trump et rien contre Biden. On posait les questions les plus dures à Trump, on l'insultait, on l'invectivait, on l'agressait, et Biden a pu rester au fond de sa cave, comme disait Trump, pendant toute la campagne. Il y a eu donc c'est même plus un deux poids deux mesures, vous voyez, c'est simplement le choix. Et la soirée électorale, ça a continué. Ces histoires de fraude, les médias américains ne veulent pas mettre leur nez dedans. Pourtant, il y a des choses étonnantes. Moi, j'ai regardé des choses incroyables. Dans le Wisconsin, à un moment, les assesseurs s'arrêtent pendant 4 heures. Et ensuite, quand ils reviennent, il y a, j'avais noté le chiffre, excusez-moi, 139 889 bulletins Biden. Pour Trump, 0.
Dans le Wisconsin, Biden a gagné de 20 000 voix. Même chose dans le Michigan. Quelle source? Ah bah, je vous donne les journaux, je vous donnerai, j'ai là, je vous donnerai ça après, parce que ça va pourrir le... Continue, vous me direz. La Pennsylvanie est connue depuis longtemps pour les manœuvres frauduleuses de la machine démocrate. Le maire de Chicago, tout ça, c'est archi connu. Il y a, si vous voulez, la Pennsylvanie a été condamnée en 1994 pour des magouilles électorales contre le républicain, par un juge. Donc vous voyez, il y a une ambiance. Je ne dis pas que Biden n'aurait pas gagné malgré tout. Je dis que les médias ne se sont pas intéressés à tout ça. Il y a des images, je ne sais pas si vous avez vu ces images incroyables, où on voit des bureaux de vote qui sont soudain couvertes de carton pour que les observateurs derrière ne puissent pas voir. Je ne sais pas si vous avez vu ces images incroyables. C'est pas un brin complotiste, ce que vous dites. Je taquine, mais j'ose poser la question. Mais vous avez raison, c'est un brin complotiste. Ah. Non, je vous dis. Mais oui, non, mais vous savez, pour les médias... Parce que beaucoup parlent comme vous. Hein. Mais je sais. Après, mais je vais vous dire, encore une fois, je n'en sais rien. Je n'ai pas de preuves, j'étais pas aux États-Unis, donc je n'en sais rien. Mais je dis une seule chose. Je dis, si ça avait été l'inverse, les médias auraient fait des enquêtes, les médias américains auraient fait des enquêtes monstrueuses. Comme pour le complot russe? Justement. Vous me précédez. Non, vous me précédez. Pour Hillary Clinton? Bien sûr, c'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire? Il y a eu d'innombrables papiers pour expliquer qu'il y avait des fraudes, et en particulier par le vote électronique, et que c'était les Russes qui avaient triché de loin en trafiquant par Internet ou je ne sais quoi les votes électroniques en faveur de Trump. Il y a même, alors là, c'était comique parce que ça nous ramène en France, un journaliste du Monde qui, en 2016, avait écrit un papier pour expliquer combien Trump avait triché grâce au vote électronique et grâce aux Russes, et qui aujourd'hui fait un magnifique papier dans Le Monde pour expliquer qu'il n'y a aucun problème et qu'il n'y a aucune fraude. Donc c'est vous dire vraiment le choix, il faut le dire, les médias américains ont fait le pari de la victoire de Biden et ont tout fait pour faire gagner Biden. Et aujourd'hui, ils annoncent sa victoire. J'ai encore deux autres questions, mais je vous en prie. Même Fox News a lâché Donald Trump. Je fais une petite parenthèse. Mais vous avez raison, même Fox News a lâché. Mais vous savez, c'est une question de, je dirais sociologique. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on connaît ça en France. Les rédactions sont toutes de gauche, même dans les médias de droite. C'est très rare qu'on trouve des gens de droite dans les médias, même dans les médias de droite, à part chez les chefs. Mais c'est un classique. Je vais vous laisser réagir dans un instant. Je continue avec deux autres questions. Durant tout ce mandat, Donald Trump n'a cessé d'accuser les médias, les journalistes, de fake news et de parti pris. N'est-il pas le premier responsable justement de cette hostilité des médias? Alors, je dirais oui et non. Oui, parce qu'il en a joué. Et je dirais très intelligemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias, les journalistes sont tellement impopulaires, ils sont tellement détestés de la grande majorité de la population, que ce soit aux États-Unis ou en France, que être contre les médias, c'est symboliquement être pour le peuple. Et donc, quand on attaque les médias, on a immédiatement, et quand le média vous attaque, on a immédiatement une popularité qui grandit. C'est un fait et que Trump a très bien compris, et en 2016 et aujourd'hui. Donc ça, je vous l'accorde. Mais de toute façon, il aurait eu, même s'il n'avait pas ça, même s'il s'était humblement couché, comme on fait beaucoup de politique en France, il aurait eu de toute façon la meute médiatique assez basque. Je vous rappelle que dès le premier soir de son élection, les médias américains ont décidé qu'il n'était illégitime, qu'ils auraient sa peau, qu'ils le pousseraient devant la procédure d'impeachment, ce qu'ils ont tenté de faire d'ailleurs et ça a échoué. Ils n'ont cessé de contester tous ces choix, de les condamner tous, de faire des campagnes, de le ridiculiser, de le faire paraître comme un être stupide, sans ligne directrice, sans intelligence. Ils ont poussé, ils ont
poussé l'État profond à se révolter contre le président légitimement élu. Je veux dire, c'était impressionnant. On n'a jamais vu ça. Je pense que dans l'histoire américaine, peut-être Nixon, j'en ai déjà parlé, vous vous souvenez de ma blague des conseillers de Nixon. S'il marchait sur l'eau, les médias diraient qu'il ne sait pas nager. Je pense que voilà, c'est la seule comparaison raisonnable. En quoi les médias anglo-saxons, récemment recadrés par Emmanuel Macron, proposent des mesures contre l'islamisme? Sont-ils différents des médias français? Est-ce qu'il y a une différence? Et petite parenthèse aussi, je me rappelle aussi de cette stratégie anti-média pendant la précédente présidentielle en France aussi. Pardon, c'est de la part de qui? De la part de plusieurs candidats. On se rappelle de François Fillon, on se rappelle aussi d'Emmanuel Macron. Il y avait quand même aussi une stratégie anti-média. Emmanuel Macron, c'était vraiment l'homme des médias. Franchement, il a été le candidat des médias en 2017, vraiment. Avec des unes dans tous les hebdos. Honnêtement, on ne peut pas dire ça. Fillon, dès qu'il est arrivé. Comment? Non, mais après. Moi, je parle pour être élu. Je parle pour être élu. Fillon, il était quand même très timide. Je dirais même timoré. Mais c'est une autre discussion. Pour les médias américains, on va d'abord la différence avec les médias français et les médias américains. La différence, c'est qu'ils sont américains. C'est-à-dire qu'ils ont une conception de la sensibilité religieuse qui est différente de la nôtre. Ils sont moins déchristianisés que nous. Tout simplement, on ne va pas ressortir Tocqueville et compagnie. C'est ce que j'allais dire. Voilà. On ne va pas ressortir Tocqueville et compagnie. Nous, la déchristianisation, ça vient du XVIIIe siècle, la Révolution française. Je vous passe le cours d'histoire. En revanche, et c'est pour ça que Emmanuel Macron a légitimement poussé un cri, parce que il a, si vous voulez, c'est la une du New York Times. Vous savez, le titre du New York Times. Un homme abattu par la police. Alors qu'il venait d'assassiner Samuel Paty. Bon. Maintenant, sur le fond, il n'y a pas grande différence. C'est-à-dire que les médias français, comme les médias américains, sont à 80%, 90% de gauche. Je parle des rédactions. Je cite toujours le sondage qui avait été fait dans les écoles de journalisme dans la présidentielle de 2002, où il s'était avéré que 80% des journalistes votaient Jospin. Et qu'il n'y avait pas 1% pour Jean-Marie Le Pen qui finira au second tour. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait la même chose. Il y a même un double phénomène qu'on voit aux États-Unis et qui va venir en France, j'en suis sûr. Un phénomène de génération. C'est-à-dire que les jeunes générations, celles qu'on appelle woke, les éveillés, sont en train de faire la guerre à la vieille génération de gauche, mais encore trop respectueux de la liberté de penser, encore trop respectueux du débat démocratique. Et surtout qui n'a pas les mêmes critères. Vous savez, la jeune génération, elle a été endoctrinée par les campus américains des années 2000 et où règne l'hégémonie de la théorie du genre et de l'obsession antiraciste. Et donc j'ai lu que, par exemple, au New York Times, qui est en grande crise, des dirigeants de la rédaction avaient dû démissionner parce qu'ils avaient laissé publier une tribune pro-Trump. Je sais qu'aujourd'hui, les jeunes journalistes réclament qu'on donne les sources et qu'on donne l'origine raciale et sexuelle des sources. C'est-à-dire il faut qu'il y ait des Noirs, il faut qu'il y ait des femmes dans les sources mêmes. C'est la nouvelle mode chez les jeunes journalistes américains. Donc vous voyez où on va. C'est-à-dire qu'on voit très bien le schéma et ça va être ça de plus en plus. Et aux États-Unis, et bien sûr ça va venir en France, puisque l'université française est elle aussi gangrénée par toutes ces théories et cette idéologie. Marc Menon, ensuite Dimitri. Alors, je dirais que la fin de l'analyse, je la partage, c'est-à-dire qu'il y a une influence, une sorte de miséricorde pour les minorités. On essaie, voilà, il faut être empathique. Miséricorde est un très joli mot parce que je pense que c'est religieux. Oui, non, donc c'est un très joli mot. En revanche, où je vais mettre un hiatus, être en dissonance, j'ai connu une évolution. Je suis arrivé dans le métier en 1973. Il nous raconte sa vie. Non, c'est pas ça. C'est pour montrer une évolution en tant que témoin. Je ne suis pas en train de vous raconter ma vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait encore l'imprégnation gaullienne. C'est-à-dire que sous De Gaulle, c'était avant tout dans les grands médias
les gens qui étaient gaullistes qui tenaient les rédactions. Et je dirais que ceux qui apparaissaient dans les rédactions choisies par les patrons étaient des gaullistes. Il y avait très peu de gens de gauche. La bascule, quand on est avec Giscard, Giscard cherche à infiltrer ses propres représentants. Et puis après, il y a un changement, c'est avec Mitterrand. La gauche. Voilà, non mais voilà. Marc, un mot, c'est pour la télé. Les radios. Oui, les radios. Mais la presse écrite est anti-gaulliste à 90%. D'ailleurs, De Gaulle dit à Perfit, vous avez vos journaux, j'ai ma télé. Dimitri, ensuite Éric de Ritmaten. Sur l'idée que les médias sont le pouvoir, alors je ne sais pas si c'est à ce point-là, mais en tout cas c'est vrai que les médias avaient choisi Joe Biden. Et c'est vrai que ce qui s'est passé samedi est quand même assez stupéfiant. C'est-à-dire que CNN, en regardant ce qui se passe en Pennsylvanie, qui était le fameux État où tout se jouait, allez, on était à 99% des dépouillements, il y a 50 000 voix d'avance sur Biden, il déclare que mathématiquement, Biden a gagné. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est que d'autres médias reprennent en chaîne derrière, mais aussi des chefs d'État. Le premier d'entre eux, c'est Boris Johnson, qui tout de suite félicite Joe Biden, et ainsi de suite, et ensuite traînée de poudre. Et en fait, on se rend compte que l'establishment international est bien content de se débarrasser de Donald Trump. Attention, l'establishment européen. Oui, européen. Mais, pas Poutine, pas le chinois. C'est très intéressant quand même. Oui, non, mais bien sûr. Et là, vous dites, ils sont contents de se débarrasser de Trump. Tout à fait d'accord. Mais ils sont eux aussi soumis aux médias. Ah mais complètement. Mais je suis tout à fait d'accord. Alors ensuite, savoir est-ce que c'est un putsch médiatique, etc. Il y a un coup de force incontestablement. Rendez-vous quand même mi-décembre, parce que c'est là que ça va se jouer, devant le collège électoral. Bien sûr. Il y a quand même des résultats qui ne sont pas encore tout à fait bouclés, et c'est vrai que ça va sans doute être plus serré. Bien sûr. Mais justement, je pense que les médias font ce coup de force parce qu'ils savent que rien n'est en vérité joué, et ils veulent intimider les juges pour que les juges renoncent et refusent les recours de Trump. Éric de Ritmaten. Non, moi je voulais juste rebondir sur Fox News, parce qu'on avait dit qu'à l'époque, Trump avait vraiment été élu par cette chaîne. Il avait une popularité incroyable, et surtout le fondateur de la chaîne qui avait vraiment porté sa candidature. Il est mort. Fox a perdu un peu l'allié de Trump, on peut dire. C'est peut-être un peu compliqué pour les téléspectateurs. Non, mais c'était ça aussi. Hein. J'avais noté moi que Bloomberg, en revanche, la chaîne Bloomberg, elle est restée digne, et entre guillemets, hein, parce que c'est quand même la chaîne de ses adversaires à Donald Trump. Et elle n'a pas coupé le discours. D'accord, c'est intéressant. Dont vous avez parlé. Donc, en tout cas, voilà pour cette partie. J'aurais plein de questions, mais je passe dessus. Parce que vous voulez une petite dernière. Allez-y, je vous en prie. Moi, je suis. Parce que cette élection, répond-elle à une orientation médiatique mondiale? Non, occidentale. Occidentale, d'accord. C'est-à-dire que les médias américains et les médias européens, on voit bien cette ligne-là. Les médias des autres pays, en général, c'est l'ancien système, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'ils sont tenus par l'État. Oui, ben voilà. La seule presse dite libre, c'est la presse occidentale. Mais justement, elle n'est plus libre. Non, mais c'est très intéressant. C'est ça que je vous dis. Moi, je pense que c'est pour ça que j'ai repris Marc sur Miséricordieux, parce que je pense que les médias, et les juges d'ailleurs, sont le nouveau clergé d'une religion, la religion des droits de l'homme, la religion antiraciste, la religion féministe, vous voyez, toute cette idéologie-là, et que les médias sont le nouveau clergé de cette religion, qui, et d'ailleurs, sert le capitalisme mondialisé, servent Google, Apple et compagnie. C'est la même idéologie, l'idéologie de la Californie et l'idéologie mondialiste des médias. La fameuse bien-pensance. C'est pour ça que j'ai pensé à Miséricorde. Juste un point, c'est vrai, il y a aussi quand même ce phénomène incroyable de la future vice-présidente. Tout le monde a parlé de Kamala Harris, qui est considérée peut-être comme la prochaine présidente. Bon, ça c'est encore un autre sujet. C'est un autre sujet. Non, parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Vous allez nous en parler à l'occasion. C'est elle qui a été mise en avant et qui finalement a porté Biden. Biden n'était pas très adoré, si on peut dire. En revanche, Kamala Harris, elle a fait une une petite dernière question. Oui. Non, mais j'en ai tellement. Après, ils vont m'en vouloir parce que non, mais ils sont d'accord. Le sens de la démocratie de Custine. À la Staline. Mais non, tout le monde est d'accord. À l'unanimité. Non, mais les médias, s'ils ont fait, selon vous, cette élection, si oui, dans la mesure où Donald Trump, il a intenté plusieurs recours, est-ce qu'ils peuvent, les médias, défaire l'élection? C'est-à-dire
Est-ce qu'ils ont le pouvoir, eux, justement, de faire machine arrière et de faire l'élection non, on verra bien. Non, je vous dis, moi je pense qu'ils sont dans un chemin sans retour. Vous savez, quand on voyait le présentateur de CNN, je crois, pleurer quand il a annoncé... Il travaillait pour Barack Obama, on peut comprendre. D'accord, mais c'est quand même extraordinaire. Quand on voit les stars de Hollywood complètement hystériques à l'annonce de la défaite de Trump et de la victoire, ils ne peuvent plus aller en arrière. C'est plus possible. D'ailleurs, je vous dis, moi je répète, ils font ça justement pour faire pression sur les juges, pour que ça soit irréversible. Que la star pleure, c'est une chose, mais que le présentateur pleure, là, c'en est une autre. C'est ce que j'ai dit. Franchement. Il y a quand même là... Enfin bon. Non, mais ça peut arriver. Il travaillait pour Barack Obama. Bah oui. C'était un présentateur justement, qui était impliqué. Non, mais ils sont tous. Et son témoignage était quand même poignant. Mais ma chère Christine, ils sont tous impliqués. C'est vrai. Ils ont tous choisi Biden, ils étaient tous amoureux d'Obama, voilà. Mais c'était la même chose en France, hein. Alors, sauf sur ce plateau, nous on est équilibré. Alors.